Si on est habile, on peut manipuler des humains pour leur faire des choses qu'ils n'auraient pas faites normalement. Et ben, avec les modèles de langage, c'est pareil. On peut leur faire dire des choses qu'ils sont pas censés dire, ou nous donner des informations qu'ils sont pas censés nous donner. On appelle ça du jailbreaking, donc s'évader de prison, entre guillemets, parce que c'est aller en dehors des règles de sécurité qui ont été mises en place par les développeurs des modèles de langage. Et là, on a une nouvelle technique qui a été créée par Anthropic pour faire ça dans des modèles qui sont en théorie protégés. Mais en fait, avec cette technique-là, eh ben, on arrive à déjouer ces protections. Ils appellent ça du many shot jailbreaking, et je vais vous expliquer comment ça marche et pourquoi est-ce que c'est un problème. Ok, donc l'idée c'est que quand on a un modèle d'intelligence artificielle, en l'occurrence là on parle des grands modèles de langage, des Large Language Models, des LLM, eh ben on aimerait qu'ils répondent aux requêtes des utilisateurs qui sont entre guillemets légitimes, qui sont pas dangereuses, qui leur donnent des informations utiles, mais il y a certaines requêtes où on aimerait que le modèle ne réponde pas ou réponde des choses qui soient limitées. Par exemple, on aimerait bien que le modèle évite de répondre des choses qui soient haineuses ou qui répondent avec des discriminations, des propos violents ou racistes ou sexistes ou qui soient voilà, comme ça d'une manière ou d'une autre pas trop souhaitables. Ou bien on aimerait qu'il évite de donner des informations sur des choses illégales. Par exemple, si on lui demande comment est-ce qu'on peut cacher un corps d'une personne qu'on vient de tuer, bah on aimerait bien que peut-être il nous aide pas à faire ce genre de choses. Ou bien comment fabriquer une bombe artisanale ou des choses comme ça. Ça peut être une bonne idée d'éviter que les modèles de langage nous aident à faire ce genre de choses et donc qu'ils évitent de répondre à nos questions quand on leur pose des questions là-dessus. Donc il y a des mesures qui sont mises en place pour que les modèles de langage refusent ce genre de requêtes. Sauf que le problème, c'est que c'est pas encore complètement au point et que la façon dont c'est fait permet aujourd'hui d'être contourné. Et là, par exemple, on voit que les modèles de langage actuels, si on leur pose ces questions-là, ils vont refuser. Mais là, il y a des chercheurs de chez Anthropic, une des sociétés qui développe des grands modèles de langage. Et cette technique, elle consiste à donner au modèle des exemples de requêtes et de réponses où l'utilisateur pose une requête qui est considérée comme nuisible et le modèle répond sans problème. Et donc en lui donnant plusieurs exemples, par exemple dans notre prompt, dans notre question au modèle, on va commencer par inclure des suites de questions-réponses. Une question qui est par exemple comment fabriquer une bombe, une réponse du modèle qui nous explique étape par étape, voilà, tu fais ci, tu fais ça, et après à la fin tu obtiens ce que tu veux. Ensuite on va lui mettre un exemple de comment est-ce qu'on fait pour agresser quelqu'un dans la rue, c'est la question, et puis un exemple de réponse qu'un modèle pourrait donner, etc. Et on fait ça plusieurs fois. Et au bout d'un moment, si on met assez d'exemples de questions et réponses à des questions qui sont considérées comme nuisibles, eh ben, le modèle va accepter de répondre à notre question qu'on va mettre du coup à la fin de ces exemples. Et donc avec ça, ça permet de contourner les mesures de sécurité en place. Alors on pourrait se dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils publient ça? Parce que c'est potentiellement dangereux, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir se servir de cette faille et l'exploiter peut-être à des fins malicieuses. Eh ben, ils disent qu'ils ont choisi de la publier quand même pour aider les autres développeurs de modèles de langage à régler ce problème aussi rapidement que possible. Donc ils les ont contactés en avance pour leur dire, voilà, regardez ce qu'on a trouvé, il faudrait qu'on trouve une solution. Et ils parlent un petit peu des solutions plus tard dans le papier, je vais vous en parler aussi. Donc c'est déjà pour aider à régler ça plus rapidement dans la communauté de l'IA qui développe ces modèles. Et c'est aussi parce qu'ils estiment que potentiellement cette faille elle peut être trouvée rapidement par d'autres gens qui ont peut-être des moins bonnes intentions qu'eux, ou que peut-être elle a même déjà été trouvée. Et donc ils disent que l'idée c'est de le partager pour qu'on puisse travailler plus rapidement là-dessus pour régler ces problèmes-là, en gros. Et ils disent aussi que euh, les modèles actuels ils sont assez puissants, mais ils sont pas extrêmement puissants, et donc c'est mieux de régler le problème maintenant plutôt que d'attendre plus tard que les modèles soient encore plus puissants, et donc potentiellement ils posent plus de risques. Parce qu'en fait, ces risques-là, ils sont un petit peu proportionnels à quel point le modèle est capable, à quel point le modèle est intelligent et à quel point il peut nous aider. Parce que plus il est puissant, plus il peut nous aider pour des bonnes choses, mais plus aussi il peut nous aider pour des mauvaises choses, entre guillemets. Même si, bon, après, qui est-ce qui décide de ce qui est une bonne utilisation ou une mauvaise, c'est un autre débat. Du coup, là, ils nous expliquent comment est-ce que marche leur technique. Du coup, c'est ce que je vous ai dit. Là, si on fait juste un exemple ou quelques exemples et qu'on lui demande notre question comment construire une bombe, il va refuser. Par contre, si on inclut assez d'exemples, si on inclut beaucoup, alors après, ils vont tester combien est-ce qu'il faut mettre. Si on en inclut plus, et ben là, potentiellement, le modèle va accepter de répondre. Donc là, ils nous font un graphe de combien d'exemples il faut donner. Ils appellent ça le nombre de shots, donc le nombre d'essais, entre guillemets, le nombre d'exemples qu'on doit donner au modèle, donc d'exemples malicieux pour qu'il accepte de répondre à notre vraie question à la fin. Donc on voit que là, ils sont à 0, à 2, à 4, et que là, ça augmente, et ici, on est jusqu'à 256, donc c'est des puissances de 2 ici. Et là, c'est le pourcentage de réponses où le modèle va accepter de répondre à notre question méchante. Et là, ils ont classifié par, voilà, est-ce qu'on lui demande de produire du contenu qui va être
des messages de haine? Est-ce qu'on lui demande de produire du contenu qui va être trompeur, qui va avoir pour objectif de manipuler quelqu'un? Ou bien de la discrimination, ou bien nous donner des informations sur du contenu qui est illégal? Et donc on voit que quand on arrive à un nombre d'exemples qui s'approche de la centaine, ou de là on est à 200, 256, et ben on arrive à des taux de succès qui sont entre 80% et 40%, donc c'est quand même assez significatif. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de les publier. Mais du coup, comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que cette technique elle marche? Et ben, ce qui se passe, c'est que dans les modèles de langage, on a ce qui s'appelle de l'apprentissage en contexte. Donc ça veut dire qu'on a en fait entre guillemets deux étapes d'apprentissage quand on a un modèle de langage. On a l'étape d'entraînement où on va lui fournir des données et il va petit à petit développer ses différents paramètres et apprendre de ce qu'on lui donne. Et ensuite, une fois que le modèle est entraîné, on dit, eh ben, on va pouvoir l'utiliser pour lui poser des questions et répondre. Donc là, ça va être l'étape d'utilisation, on dit d'inférence aussi en général. Mais ce qui peut se passer, c'est que pendant cette étape d'inférence, une fois que le modèle est déjà entraîné, il va quand même apprendre dans le contexte de ce qu'on lui donne. Donc si par exemple vous posez une question à un modèle de langage et que vous lui donnez un gros paragraphe de texte en lui expliquant des choses, il va pouvoir aller lire ce paragraphe et dire ah ok d'accord, il m'a expliqué tel nouveau concept, il m'a expliqué telle nouvelle chose, je le prends en compte pour créer ma réponse après. Donc ça c'est de l'apprentissage en contexte, quand il se base sur les données qu'on lui donne pour pouvoir les utiliser tout simplement dans sa réponse. Et donc là ce qui se passe, c'est que avec notre technique du many shot jailbreaking, il va apprendre, entre guillemets, des exemples nocifs qu'on lui donne pour se dire, ah d'accord, quand on pose une question, il y a une réponse euh, qui répond à la question même si elle est considérée comme nocive. D'accord, d'accord, j'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois, bon, j'en vois 100, j'en vois 200. D'accord. Et donc là, il apprend, entre guillemets, des exemples pour se conformer à ce qu'il a vu et du coup répondre à notre question, même s'il ne devrait pas. Ok, donc il y a deux choses qui sont intéressantes à noter, qui sont peut-être contre-intuitives. C'est qu'en fait, plus le modèle est puissant, plus il va être facile à manipuler, entre guillemets. Et ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les modèles les plus puissants, ils vont être capables de faire un meilleur apprentissage en contexte, donc ils vont être plus capables de prendre en compte les informations qu'on lui donne dans notre prompt, dans notre question, pour les utiliser dans sa réponse. Donc ils vont mieux apprendre de nos exemples nocifs et malicieux que des modèles qui sont moins puissants. Donc ça, c'est la première raison qui fait que ça marche mieux sur les modèles plus puissants. Et la deuxième, c'est que quand les modèles sont plus puissants, plus développés, en général, ils ont ce qu'on appelle une plus grande fenêtre de contexte. Donc c'est-à-dire que le nombre de mots qu'on peut leur donner en entrée, il va être plus grand, beaucoup plus grand. Donc on a des modèles qui vont avoir quelques centaines ou milliers de tokens, on appelle ça. Donc les tokens, c'est quelques caractères pris ensemble. C'est pas exactement un mot, mais on peut dire que c'est à peu près équivalent. C'est une mesure de la longueur. Bref, ils ont quelques milliers de tokens les moins puissants, mais maintenant on a des modèles qui ont des centaines de milliers de tokens, voire jusqu'à 1 million. Je crois que c'est le maximum en ce moment, mais ça change vite, faudrait vérifier. Et donc, on peut aller dans les modèles qui ont les plus grandes fenêtres de contexte jusqu'à pouvoir mettre un livre entier en fait dans notre contexte, dans notre question qu'on pose au modèle. Du coup, ça permet de mettre beaucoup plus d'exemples malicieux pour manipuler le modèle. Donc, plus la fenêtre de contexte est grande, plus c'est possible d'utiliser toutes ces informations qu'on va donner au modèle pour le manipuler et pour utiliser différentes techniques de contournement des mesures de sécurité en lui posant les bonnes questions, en lui donnant les bonnes informations, etc. Donc c'est pour ça que plus le modèle est puissant, c'est-à-dire plus il est capable d'apprendre et plus il a une grande fenêtre de contexte, plus il est potentiellement susceptible à ce genre d'attaque. Ok, donc c'est pas cool, mais comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Eh ben c'est pas encore complètement réglé, mais ils ont des propositions de solutions dans cet article, les chercheurs d'Anthropic, et ils nous disent qu'il y a plusieurs pistes. La première et la plus simple, c'est de limiter la longueur de la fenêtre de contexte pour empêcher de mettre trop d'exemples et pour empêcher d'avoir trop de données qui vont potentiellement manipuler le modèle. Sauf que c'est aussi, entre guillemets, la moins bonne solution parce qu'en fait, on a envie d'avoir une longue fenêtre de contexte pour pouvoir donner des informations au modèle. Quand on fait des usages légitimes et non nocifs d'un modèle de langage, c'est très utile d'avoir une longue fenêtre de contexte pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est pas la meilleure solution. Une autre approche, ce serait de fine-tuner le modèle, c'est-à-dire de continuer à l'entraîner un petit peu plus en lui donnant des exemples de ce type d'attaque et des exemples de la réponse qu'il devrait avoir, c'est-à-dire on lui montre, ok regarde, quand on essaye de te manipuler de cette manière-là, tu dois pas te faire avoir et tu dois continuer à refuser de répondre. Donc ça, ce serait juste lui donner plus d'exemples dans ses données d'entraînement pour qu'il sache résister à ce genre d'attaque. Mais ce qu'ils disent, c'est que en fait, le problème, c'est que ça fait que retarder le succès de l'attaque, c'est-à-dire qu'il faudra juste plus d'exemples, il faudra plus insister pour que le modèle réponde, mais qu'il va finir par céder quand même. Donc ça marche pas non plus.
Et ils disent que la troisième méthode qu'ils ont essayée et qui avait l'air de mieux marcher, c'est des méthodes qui impliquent de classifier et de modifier la question qu'on envoie au modèle avant qu'elle lui soit donnée. Donc il va y avoir un autre système qui va analyser la question qu'on lui pose et potentiellement la modifier en se disant: qu'est-ce que c'est que cette question? Tiens, ça m'a l'air d'être une question un peu qui essaye de manipuler le modèle. On va enlever telle et telle partie ou la modifier, et ensuite, paf, il l'envoie au modèle de langage. Donc c'est un deuxième système qui effectue ce tri et cette modification potentiellement avant de le passer au modèle de langage. Et avec ça, ils disent qu'on a, dans un des cas, donc c'est probablement le cas le plus favorable, mais ils ont vu le taux de succès des attaques passer de 61% à 2%. Donc ça montre que ça peut marcher. Et ils disent qu'ils continuent de chercher d'autres techniques pour voir comment est-ce qu'on peut mieux régler ce problème. Donc c'est encore une question ouverte, mais voilà les pistes qu'ils proposent. Et après, il y a encore plus de détails sur cette technique dans le papier de recherche complet qu'ils ont publié, avec vraiment tous les détails des méthodes et des graphes et des résultats. Donc vous pouvez aller creuser si vous voulez. Et si vous voulez développer votre intelligence non pas artificielle, mais celle qui est dans votre cerveau, alors je vous ai préparé toute ma méthode pour apprendre de façon super efficiente et pouvoir découvrir des nouveaux domaines plus rapidement en y passant moins de temps. Ça se passe juste ici dans le lien en description.